Nous sommes dans le Jura suisse, sur les contreforts du Jura suisse, dans les années 1140, et un ordre monastique, les Prémontrés, fonde une abbaye, l'abbaye de Fontaine-André. Cette abbaye se situe en dessus de la ville de Neuchâtel, et il en reste aujourd'hui quelques bâtiments perdus entre un champ et la forêt. Cette abbaye a été sécularisée à la Réforme protestante au XVIe siècle et transformée en un domaine privé. Au XVIIIe siècle, les bâtiments sont en mauvais état, en partie en ruine, et un écrivain français, Louis-Sébastien Mercier, en fait une description pittoresque. On ne voit pas sans surprise, ni sans intérêt, l'église démolie, la tour du clocher subsistante, les arcs du cloître à moitié rompus, les pieds des troupeaux foulant les tombes des religieux, les instruments aratoires près des débris d'un autel, les légumes croissants où étaient les fonds baptismaux, le monastère enfin, changé en métairie, et un fermier ayant pour sceptre un bâton noueux à la place de l'abbé crossé et mitré. À la description de Mercier fait écho un lavis de 1769 sur lequel on voit effectivement la nef de l'église, sans toit, les murs en partie ruinés, un clocher qui ne tardera pas à être abattu, et un cadre agreste, et au premier plan, un berger, un paysan peut-être, avec son chariot. Il ne s'agira pas aujourd'hui de faire l'histoire de cette abbaye, mais de se concentrer sur son acte de fondation et la manière d'analyser cet acte de fondation, un acte que l'on peut également appeler un diplôme. De ce mot de diplôme vient le nom d'une discipline, la diplomatique, qui est la science, la discipline, qui permet d'analyser en détail un acte de la pratique, un diplôme, un document médiéval en l'occurrence. L'analyse diplomatique d'un document se divise en deux grandes parties. L'analyse de ce que l'on appelle les caractères externes, qui sont ceux que l'on peut étudier sans devoir véritablement lire le document. Et puis, d'autre part, les caractères internes qui vont demander là de plonger dans le texte lui-même pour le découper, le comprendre et le structurer. Commençons par les caractères externes et en tout premier lieu, celui qui saute aux yeux, le support. Le support de ce document, c'est du parchemin, qui est de très loin le support que le Moyen-Âge privilégie pour la rédaction de ses actes. Mais au-delà du parchemin, d'autres matériaux apparaissent quand on étudie ce document. Il y a tout en bas la cire du sceau, ce sceau qui sert à valider le document. Ce sceau est appendu à l'acte au moyen d'une lanière de cuivre. Et par-dessus ce document, il y en a un second, qui, quant à lui, porte encore un autre matériau, du papier qui entoure le sceau que l'on peut voir tout au-dessus. On le voit bien, ce document est en réalité un document double, ce que l'on appelle un transfixe. Il y a un document originel, celui que l'évêque de Lausanne a fait faire en 1143 pour confirmer la fondation de l'abbaye de Fontaine-André. Au XVe siècle, pour des raisons qui nous échappent en bonne partie, il a semblé nécessaire aux chanoines de l'abbaye de Fontaine-André de faire confirmer le contenu du document de fondation. Et ainsi, l'évêque de Lausanne de la fin du XVe siècle va, en 1485, confirmer le contenu
du document de 1143 et sceller cette confirmation dans le document ancien. Ainsi, ces deux documents sont consubstantiels, liés physiquement l'un à l'autre. Pour ce qui est maintenant du format, chacun des documents est très représentatif de son époque. Le document du dessous, le document originel de 1143, est ce que l'on appelle une carta transversa, c'est-à-dire, en langage contemporain, un format portrait. Les lignes courent le long du côté court du document. C'est typique du XIIe siècle. Pour le document du dessus, de 1485, nous avons là une carta non transversa, c'est-à-dire que le texte court le long du côté long du document, ce qui est tout à fait typique de la fin du Moyen Âge. Pour ce qui est de l'écriture, il en va de même. Chacun des deux documents appartient pleinement à son époque. Pour le document de 1143, nous avons affaire à une écriture de transition entre l'écriture caroline, héritée de l'époque carolingienne, et l'écriture gothique, qui se développera pleinement au XIIIe siècle. C'est une écriture très posée. Le scribe va lever la plume ou le calame presque entre chacune des lettres. C'est une écriture qui est presque une écriture d'apparat avec des ligatures assez élégantes qui lient certaines lettres les unes aux autres. Pour le document de 1485, en revanche, nous avons affaire à une écriture bien plus rapide, qui court sur le parchemin. C'est une écriture cursive. Une écriture cursive, gothique, pleinement représentative de la fin du XVe siècle, et qui dénote aussi une période dans laquelle le recours à l'écrit est bien plus habituel qu'il ne l'était au XIIe siècle. Sur le document de 1143, en haut à gauche, on remarque des lettres allongées que l'on appelle des litterae elongate et qui sont là pour marquer le fait que l'on se trouve en face d'un document important, d'un document d'apparat. Et ces litterae elongate sont aussi, d'une certaine manière, un rappel aux pratiques de la chancellerie pontificale qui utilise volontiers ce type de lettres dans les premiers mots ou les premières lignes de ces documents. Sur le document de 1143, il y a encore une chose qu'il faut remarquer sur la marge droite. On y voit un mot écrit, mais on n'en voit que la partie inférieure des lettres. Ce mot, c'est chirographum, le chirographe en français. Et il est là pour nous montrer qu'à l'origine, ce document a été produit en 2 exemplaires jumeaux, sur une seule feuille de parchemin, sur laquelle on a rédigé le texte en 2 colonnes parfaitement identiques l'une à l'autre, les 2 colonnes entre lesquelles on a écrit ce mot chirographum, au travers duquel on vient découper la feuille de parchemin pour que chacune des 2 parties puisse conserver son exemplaire. Après avoir étudié les caractères externes de l'acte, penchons-nous sur les caractères internes. Entrons dans le texte. Texte que nous allons structurer, découper. Texte pour lequel on remarque de prime abord qu'il est en latin. Pour le XIIe siècle, c'est absolument normal, d'autant plus dans un contexte ecclésiastique. L'acte est rédigé pour une abbaye par la chancellerie d'un évêque. D'autant plus, dans la partie francophone de la Suisse, il faut attendre encore plus de 100 ans pour trouver les premiers actes en français, mais dans un contexte laïque unique. Le texte de l'acte est séparé, ou peut être séparé, en 3 grandes parties. Le protocole, le texte à proprement parler, et l'eschatocole tout à la fin. Penchons-nous maintenant sur le protocole. Le protocole commence ici par une double invocation. Une invocation
figurée, c'est la croix que l'on voit tout en haut à gauche, et une invocation verbale au nom de la Sainte et Indivise Trinité. Cette invocation sert à placer le document, mais plus largement à placer la fondation de l'abbaye de Fontaine-André sous le patronage divin, sous le patronage de Dieu. Au nom de la Sainte et Indivise Trinité, moi, Guy, évêque de Lausanne. On voit ici, il y a une seconde partie dans ce protocole qui est ce que l'on appelle la suscription, dans laquelle l'auteur décline d'une certaine manière son identité. Et il s'agit ici de l'évêque de Lausanne. Dans d'autres actes, ce protocole peut être plus long, comprendre d'autres parties comme un salut par exemple. Ici, c'est terminé. Et nous passons maintenant au texte à proprement parler, dans lequel on va également trouver différentes sous-parties. Le texte lui-même commence par le préambule. Quelques propos généraux qui peuvent sembler dépourvus d'intérêt aujourd'hui, mais qui, à l'époque, servent à capter l'attention du lecteur et à introduire sur les fonctions de l'auteur du texte. Du moment que, grâce à Dieu et bien qu'indignes, nous sommes établis sur la chaire épiscopale, nous nous devons certes d'être utiles à tous les fidèles du diocèse, considérés en commun, dans la mesure où nos moyens y pourvoiraient. Toutefois, nous avons décidé de veiller surtout sur ceux qui, ayant déposé le fardeau du monde, nagèrent depuis leur heureux naufrage jusque vers le port apaisé et tranquille de la contemplation. Cela parce qu'en un pieux échange, nous nous procurons, parmi leurs mérites, un soutien à notre imperfection. On le voit pour l'historien, tirer quelque chose d'emblée de ce texte est complexe. Juridiquement, cela n'engage à rien, et pourtant il y a une utilité dans l'étude de la généalogie de ce document. Car les formules utilisées sont particulières et on les retrouve dans d'autres actes, en particulier dans les actes produits par l'abbaye prémontrée, elle aussi, Saint-Martin de Laon en France. Cela signifie qu'on a repris les mêmes termes, les mêmes formules que ce que le reste de l'ordre de Prémontré pratique d'ordinaire. On le voit très bien dans la fondation d'une autre abbaye prémontrée dans le diocèse de Lausanne, celle du lac de Joux, également scellée par l'évêque de Lausanne, qui utilise les mêmes formulations. Après ce préambule, nous passons à la notification. La notification est une petite formule qui permet d'entrer plus avant dans le document et qui dit simplement « Nous voulons donc qu'il soit connu des gens du futur comme du présent que… » et suit le reste du texte. Il y a maintenant une toute petite formule qui pourrait être beaucoup plus longue, que l'on appelle l'exposé et qui va expliquer l'origine de ce document, l'origine de l'acte juridique qui est sous nos yeux. Et ici, on nous dit simplement « Suivant le conseil de Don Machelm, abbé de Corneux ». C'est donc à l'initiative, du moins c'est ce que l'acte veut nous faire penser, de l'abbé de Corneux, que la fondation de l'abbaye de Fontaine-André a eu lieu. Puis, on entre véritablement dans le corps du texte, ce que l'on appelle le dispositif. Et c'est là que l'historien peut tirer la substantifique moelle du document et comprendre les modalités précises de la fondation de cette abbaye. Don Richard, abbé du lac de Joux, a remis, avec l'aval de son chapitre et notre accord, le monastère de Fontaine-André avec les terres, les pâtures, les pêcheries et droits d'usage qui en dépendent, à la seule condition qu'une fois par an,
le jour de la Sainte Marie-Madeleine, c'est-à-dire le 22 juillet, les frères de cet endroit paient 1 livre de cire à l'église du lac. Il faut aussi préciser qu'un abbé sera institué en ce même lieu, qui, avec les frères qui lui seront soumis, aura à vivre selon la règle de saint Augustin, à la manière dont elle est pratiquée dans le monastère de Corneux. Mais si l'abbé de Fontaine-André sort du cadre et de la coutume de l'église de Corneux, l'abbé de Corneux l'admonestera 2 fois, voire 3, à propos de sa correction. S'il se révèle incorrigible, l'évêque de Lausanne, dont l'église de Lausanne, c'est-à-dire la cathédrale, en présence de l'abbé de Corneux et avec son témoignage, ainsi que celui de 2 autres abbés du même ordre, déposera le contrevenant sans retard et sans qu'il y ait besoin d'une plus grande consultation de son ordre. L'évêque de Lausanne remettra à l'église de Corneux l'abbé déposé et en proposera sans délai un autre, adéquat à l'élection canonique des frères et au droit de regard de l'abbé de Corneux. L'abbé de Corneux, de qui ce lieu de Fontaine-André a tiré sa vocation monastique, le tient quitte de toute perception sur son revenu temporel, tant actuellement que dans l'avenir. Il veillera à ce que la règle soit respectée. Comme salaire de sa peine, il bénéficiera des prières qui y seront dites sans relâche. Et pour que les frères qui se sont rassemblés à cet endroit pour le salut de leur âme puissent ne s'occuper que de Dieu, sans quelque autre souci, nous le tenons quitte, cet endroit, de toute imposition, tant de notre fait que de celui de nos officiers. Nous réservons seulement pour nous et nos successeurs en ce lieu le fait que l'installation des abbés doit être canonique, qu'ils doivent nous obéir comme à un père, qu'ils doivent assister à notre synode et qu'ils nous doivent des prières fréquentes. En outre, nous confirmons à l'intention de ce même endroit tout bien qu'il possède actuellement ou qu'il pourrait acquérir par la suite par donation de fidèles, concession des rois ou des princes, générosité des papes ou par d'autres moyens corrects. Sans entrer dans l'analyse de détails de ce dispositif, on remarque une forme de flottement au début. C'est bien l'abbé de Corneux qui est le supérieur désigné de l'abbé de Fontaine-André, mais il y a l'intervention de l'abbaye du lac de Joux, comme si, au fond, on n'avait pas affaire à un acte de fondation, mais de refondation. Car l'abbé du lac de Joux remet le lieu de Fontaine-André à celui de Corneux. Mais ce mot lieu, locus en latin, on doit être attentif à son acception au XIIe siècle. Locus, c'est bien le lieu, mais cela signifie aussi, d'un point de vue technique, le monastère. Comme si l'abbaye du lac de Joux avait déjà fondé un monastère à Fontaine-André très peu de temps auparavant, que pour des raisons qui nous échappent, cette fondation n'a pas été jugée correcte et qu'elle a été reprise par l'abbé de Corneux qui en a véritablement fait une abbaye instituée avec le soutien de l'évêque diocésain, celui de Lausanne. Vers la fin du texte, on remarque également que l'évêque de Lausanne se réserve un certain nombre de droits, et c'est justement ce que l'on appelle une clause de réserve, parmi d'autres clauses qui peuvent être bien plus nombreuses ou différentes dans d'autres actes. Pour que toutes ces choses restent solides et intactes à perpétuité, nous avons ordonné de confectionner cet écrit et avons prescrit de le renforcer par l'apposition de notre sceau et la signature des témoins. Et pour que personne ne se permette de toucher inconsidérément à l'une d'elles, nous avons recouru à une sentence d'anathème.
nous avons là trois petites sous-parties. La iussio, qui est celle dans laquelle l'auteur de l'acte, l'évêque de Lausanne ici, ordonne la confection du document. Nous avons ensuite la corroboration, c'est-à-dire l'annonce des moyens de validation de cet acte pour qu'il soit valable juridiquement. Ces moyens de validation sont ici doubles. On annonce d'une part le sceau de l'évêque, qui doit absolument être apposé au bas du document, comme c'est bien le cas, et l'annonce des témoins, dont la liste figure bien au bas du document. Un des moyens de corroboration, mais ça n'est pas un problème, n'est pas annoncé, il s'agit du chirographe. La dernière de ces sous-parties, c'est la clause comminatoire. Une clause dans laquelle l'évêque promet et réserve les pires peines spirituelles à celui ou celle qui enfreindrait les règles énoncées dans le document. Nous passons maintenant dans la dernière partie de l'analyse de cet acte, ce que l'on appelle l'eschatocole. Cet eschatocole, on peut de nouveau le diviser en différentes sous-parties. Nous avons la date et les souscriptions des témoins. Cette date n'est pas sans poser problème. Elle nous dit « Fait à Lausanne, le 6e des calendes de mars, l'an de l'incarnation du Seigneur 1143, indiction 6, et pacte 3, concurrent 4. » La manière d'exprimer la date au Moyen-Âge est très différente de celle qui est pratiquée aujourd'hui. Et pour définir le jour du mois, on se réfère encore au système romain dans lequel 3 jours du mois spécifiques ont un nom particulier. En l'occurrence, on se réfère aux calendes de mars, c'est-à-dire le 1er mars. Le 6e des calendes de mars, et c'est là la difficulté qu'on peut avoir dans le calcul des dates, ce 6e des calendes, on doit le calculer de manière inclusive en comptant à rebours. C'est-à-dire 1er mars, 28 février, 27 février, 26 février, 25 février, 24 février. Tout cela n'est valable évidemment que si l'on est dans une année qui n'est pas bissextile. Or, c'est là qu'il y a un problème qui n'est en fait pas résolu. Si l'on est effectivement en 1143, c'est bien le 24 février. Mais ce que nous dit l'acte, c'est l'an de l'incarnation 1143, c'est-à-dire que l'année commence, non pas au 1er janvier comme on en a l'habitude aujourd'hui, mais le 25 mars. L'incarnation, c'est le moment où le Christ commence à grandir dans le ventre de Marie. Si l'année commence le 25 mars, on n'est pas, de notre point de vue, en 1143, mais en 1144. Ce qui signifie qu'on ne serait pas le 24 février, mais le 25. Tous les autres éléments, l'indiction, les pactes, le concurrent, dont je ne vais pas expliquer le détail ici, nous poussent à analyser cette date comme étant celle de 1143. Mais le doute est permis. Ce document date-t-il du 24 février 1143 ou du 25 février 1144? Le document de 1485, quant à lui, pose bien moins de problèmes et ne pose en fait même pas du tout de problème de datation. Il nous dit tout simplement, comme on en a l'habitude, le mardi 21 juin 1485. La fin du Moyen-Âge tend à une simplification du système de datation et à partir du XVIe siècle, c'est à peu près de façon universelle que l'on utilisera la même manière de faire qu'aujourd'hui. Les deux documents que nous avons sous les yeux ont comme moyen de validation principal un sceau. Pour
le document de 1143, ce sceau est un sceau de cire d'abeille, cire à laquelle on a ajouté un colorant rouge. Et le sceau est appendu au document lui-même avec ce que l'on appelle une double queue, c'est-à-dire que le bas du document possède un repli au travers duquel une lanière de cuir ici est passée pour ensuite maintenir le sceau. Sur le sceau lui-même, on voit l'évêque de Lausanne en majesté, portant le pallium, une crosse dans sa main droite, un livre dans sa main gauche, et à gauche et à droite, on distingue les bords d'une sorte de siège, une sorte de trône. Et tout autour du sceau, une légende qui dit « Guy, par la grâce de Dieu, évêque de Lausanne ». Pour ce qui est du sceau du document de 1485, il est plus petit, plus simple et correspond bien à la mode de la fin du XVe siècle. C'est un sceau qui n'est non pas appendu sur double queue comme le précédent, mais sur simple queue dite parisienne. On a simplement découpé une bande de parchemin au bas du document qu'on a replié, repassé à travers une fente pour ensuite y appendre le sceau dont la cire a été mise sous papier. Une très petite feuille de papier permet, c'est du moins l'intention qu'on avait, de préserver un peu mieux la figure qui est imprimée dans la cire. En l'occurrence, même si c'est en relativement mauvais état, les armoiries de l'évêque de Lausanne. Dans l'analyse que l'on peut faire de cet acte de fondation ou de refondation de l'abbaye de Fontaine-André, il y a un élément curieux, qui est le fait que ceux qui ont offert le terrain pour y fonder une abbaye n'apparaissent nulle part dans le document. Il s'agit des deux seigneurs de Neuchâtel, deux frères, Rodolphe et Manégold, qui pourtant ont leur forteresse à quelques kilomètres de là. Cette absence étonnante est peut-être due au flottement que l'on perçoit au moment de la fondation. Avec l'abbaye du Lac de Joux qui a commencé à fonder une nouvelle institution, mais à un moment, cette fondation échoue et est reprise par l'abbé de Corneux. Heureusement, d'autres documents provenant des archives de l'abbaye de Fontaine-André nous renseignent sur ces deux frères seigneurs de Neuchâtel, Rodolphe et Manégold. Il s'agit de deux obituaires, deux livres liturgiques dans lesquels les chanoines de l'abbaye ont inscrit le nom et la qualité de tous ceux pour l'âme desquels ils devaient prier. Bien évidemment, au premier rang desquels les deux seigneurs fondateurs. Au XIIe siècle, la seigneurie de Neuchâtel, qui ne tardera pas à devenir un comté, ne dispose pas encore réellement d'une chancellerie. Et c'est les chanoines de l'abbaye de Fontaine-André qui vont faire office pour leur seigneur de chancellerie. Étonnamment, Mercier, au XVIIIe siècle, avait déjà perçu ce fait-là. Ce local agreste était au commencement du XVe siècle une abbaye de Prémontré. Dans ce temps-là, les religieux seuls étant lettrés et capables de dresser des actes, ceux de Fontaine-André faisaient à Neuchâtel l'office de notaire et ils tenaient registre des événements remarquables. Au XIIIe siècle, les comtes de Neuchâtel vont nommer un chancelier et vont commencer à pouvoir produire eux-mêmes leurs actes. Mais le fait qu'au XIIe siècle et au début du XIIIe, c'est l'abbaye de Fontaine-André qui les produisait pour eux, se voit très bien dans les collections actuelles des archives de l'État de Neuchâtel qui conservent autant les anciennes archives de l'abbaye de Fontaine-André que celles des seigneurs et comtes de Neuchâtel.
En effet, tous les actes antérieurs au début du XIIIe siècle proviennent de l'abbaye de Fontaine-André. Et cela se voit à un élément qu'il ne faut pas négliger, c'est la cote que les chanoines ont apposée au verso des documents au Moyen Âge déjà. Sur cette série de documents, on voit très bien cette cote apposée en grandes lettres gothiques qui dit « lettre numéro tant, lettre numéro tant ». Lettre signifiant tout simplement « document ». Et tous les documents conservés aux archives de l'État antérieurs au début du XIIIe possèdent donc à leur verso cette cote. Pour accéder au texte de l'acte de fondation de Fontaine-André, il y a à Neuchâtel comme ailleurs une grande collection de documents qui ont été édités au XIXe siècle. En l'occurrence, il s'agit des monuments de l'histoire de Neuchâtel, publiés dans la deuxième moitié des années 1840 par un professeur d'histoire du droit, Georges-Auguste Mathilde. Et jusqu'en 2011, il s'agissait en fait de la seule édition critique, scientifique, de ce texte à être imprimé. Nous avons repris cette édition en 2011, en l'amendant où elle devait l'être, et surtout en lui offrant un commentaire et une traduction française. Loin d'être un document isolé, seul de son espèce, l'acte de fondation ou de refondation de 1143 s'insère en fait dans un contexte plus large. Il est matériellement au cœur d'un triptyque documentaire. On a le transfixe de 1485, toujours conservé, mais parallèlement, on devrait avoir l'acte jumeau dont le chirographe nous conserve la trace. Au niveau de sa mise en page, de l'écriture utilisée, ce document nous rappelle pleinement les pratiques de la chancellerie de Lausanne. Au niveau de son contenu, des formules que le scribe a utilisées, c'est là les pratiques de Saint-Martin de Laon qui nous sautent aux yeux. Quant à son contenu, on ne peut le comprendre vraiment, y compris dans ses flottements au moment de la fondation, qu'avec des notices tardives, mais souvenirs de faits bien plus anciens, que l'on retrouve dans les obituaires rédigés, recopiés à la fin du XIVe siècle. Et finalement, toute la richesse de cet acte, sa diversité dans le contenu, sa diversité dans sa matérialité, nous est révélée par une analyse qui est l'analyse diplomatique.